Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre seconde et dernière émission trimestrielle de l'année 2023-2024. Je suis El Harim Mara, en direct de Mass FM. Nous sommes le mardi 21 mai 2024 et il est actuellement midi et demi. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de ce programme riche en divertissement et en découvertes. Au cours de cette émission spéciale, nous explorerons une multitude de sujets passionnants allant des événements culturels aux rétrospectives sportives, en passant par des analyses cinématographiques captivantes et des initiatives sociales inspirantes. Nous commencerons par voyager un peu entre le sable et les chameaux au travers d'un événement que nous avons tous vu passer, le voyage à Merzouga des éco-délégués. L'interview de Hiba Azouz par Zineb Chami vous captivera sûrement. Ensuite, nous nous attaquerons à la rubrique culture. Côté sport, Souhail Mohajir et Sami Zerey nous présenteront respectivement la CAN et la CAN asiatique, qui se sont déroulées en janvier et en février dernier. Restez avec nous. Nous plongerons également dans le monde du cinéma avec des articles sur Dune 2, la sortie tant attendue de cette saga de science-fiction sortie il y a 3 ans déjà, dont Hiba Azouz nous parlera en détail. De plus, nous aborderons la cérémonie des Oscars, un événement incontournable pour les cinéphiles du monde entier, qui sera présenté par Ili El-Karniri. Nous reviendrons également sur ce groupe de musique, les Spleen, composés de lycéens. Rappelez-vous, ce sont eux qui avaient performé il y a peu à l'Auditorium. De toutes les manières, découvrez-les ou redécouvrez-les au travers d'une interview enjouée présentée par Ili El-Karniri. Finalement, nous vous parlerons du match d'impro des options théâtre, ces premières et secondes qui ont performé pour nous le lundi 20 mai à l'Auditorium. Si vous n'y avez pas assisté, ce sera le moment d'en avoir un aperçu au travers d'une interview enjouée mise en scène par Zineb Chami de 2 élèves de l'option, Sabia Zinalabidine et notre très cher Ili. Dans la rubrique « Et si on faisait connaissance », nous rencontrerons M. Olivier, professeur documentaliste arrivé cette année, et ce au travers d'une interview menée par Souhail Mohajir. Dans un autre registre, nous aborderons de nombreux projets écologistes, mais aussi d'autres projets plus généraux réalisés dans le cadre de la vie de notre établissement. Vous découvrirez le projet associatif de l'année. Rappelez-vous le séisme survenu à El Haouz. Nasser Kadjirin, président de l'Interact, partagera avec nous l'action de cette association lycéenne qui a pour but de reconstruire une école frappée par le séisme. Nous le rencontrerons grâce à une interview animée par Yasmine Mouzani. Finalement, ce sera Zineb Chami qui nous présentera une rétrospective des événements phares qui se sont concrétisés en cette fin d'année. Alors, préparez-vous à un tourbillon d'émotions et de découvertes. Notre émission vous réserve bien des surprises. Comme annoncé précédemment, nous commencerons par le voyage à Merzouga des éco-délégués. Bonjour Hiba Azouz, bonjour Zineb Chami. Alors, ce voyage, on va voir ça tout de suite. Hiba, comment tu vas ? Ça va très bien et vous ? Donc, je suis Hiba Azouz et je suis éco-déléguée. J'ai participé à ce voyage avec un bon nombre d'élèves au lycée et au collège. Super. Et est-ce que tu peux nous parler du but principal de votre voyage à Merzouga et à l'oasis de Hassi Labiad ? Donc, il faut savoir que le but initial de ce voyage était de planter des arbres qui ont été donnés par d'autres professeurs et des parents d'élèves, mais qu'une fois arrivé là-bas, on n'a pas parvenu à avoir une autorisation, ce qui a fait qu'on a dû contribuer à l'oasis de Hassi Labiad d'autres façons, donc en nettoyant l'oasis et en nettoyant leur système d'irrigation notamment. Et est-ce que tu peux me parler de tes premières impressions en arrivant à Merzouga ? Alors, une des premières impressions, c'est que j'ai constaté qu'il ne faisait pas aussi chaud que ce à quoi je m'attendais et que c'était quand même un village très, très touristique. Il y avait pas mal d'étrangers et très dynamique comme village. Alors, est-ce que tu peux me parler de certaines activités que vous avez fait pendant votre séjour ? Donc, on a tout d'abord commencé par visiter le village à travers des courses d'orientation. On était à la tête d'un groupe de collégiens et on a pu faire connaissance avec les villageois et découvrir tous les recoins de la ville. Ensuite, on a aussi fait des balades sur des dunes
et des nuits dans des tentes donc au milieu du désert et des balades sur des dromadaires aussi. C'était quoi les aspects les plus surprenants ou inattendus de la vie dans l'oasis de Hassil Abiad? Alors, ce qui m'a vraiment surpris à Hassil Abiad et à Merzouga en général, c'est à quel point les nuits sont froides. Donc, ça peut paraître étonnant alors qu'on est dans le désert, mais c'est vraiment, vraiment extrêmement froid. Et quand on n'est pas préparé, c'est compliqué. Ok. Et quels sont les principaux défis environnementaux auxquels est confrontée la région de Hassil Abiad? Donc, un des plus grands défis de la région de Hassil Abiad, c'est bien sûr le stress hydrique, vu qu'ils sont dans le désert. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu donc, planter les arbres et arriver au bout de notre projet. Mais autre que ça, il y a aussi les vents qui sont très forts dans la région. Mais pour cela, ils sont parvenus à trouver des solutions en construisant des murs grâce à des palmiers qui sont au centre de leur vie, au centre de tout ce qui crée dans le village. Finalement, c'était quoi le principal enseignement que tu as tiré de ton voyage? Ce que j'ai tiré du voyage, c'est que donc, même si on avait une bonne intention donc de planter des arbres dans la ville et de pouvoir réhabiliter l'oasis de Hassil Abiad, c'était plus compliqué à vraiment concrétiser à cause des problèmes environnementaux et des défis hydriques du village. Et ça a vraiment rendu réel les problèmes écologiques qu'on rencontre au Maroc. Et ça nous a permis de réaliser qu'il faut agir vite avant que ce soit plus rattrapable, quoi. Merci beaucoup, Hiba. Merci beaucoup, Hiba et Zineb. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler culture. Nous nous retrouvons maintenant pour parler culture. Passionnés de sport, vous ne serez pas déçus. La CAN et la CAN asiatique vous seront présentées par Sami Zerey et Souhail Mouhajir. Puis, nous irons côté cinéma. La sortie du film Dune 2 sera présentée par Hiba Azouz. Et ce sera Ili El Kerniri qui vous emmènera à la cérémonie des Oscars. Elle vous animera également l'interview du groupe de musique Spleen, pour lequel 2 membres, Omar et Nabil, sont spécialement venus. Finalement, nous terminerons la rubrique culture aux côtés de l'option théâtre, lors de l'interview de Sabia Zinalabidine et Jili par Zineb Chani. Restez attentifs. Bonjour Souhail. Alors, comment s'est déroulée cette CAN 2024? Bonjour Maha. Dans une apothéose de joie et de couleurs, la Côte d'Ivoire a célébré son ascension au sommet du football africain, remportant la Coupe d'Afrique des Nations 2024 dans un stade olympique Alassane Ouattara, vibrant d'émotions. Le parcours des éléphants, surnom affectueux de l'équipe nationale, a été tout sauf ordinaire. Après un début de tournoi marqué par l'incertitude et le changement d'entraîneur, la Côte d'Ivoire a trouvé son rythme sous la houlette d'Emer Faye, un ancien international ivoirien qui a pris les rênes de l'équipe de manière interminaire. La finale contre le Nigeria était une affaire de stratégie, de détermination et finalement de triomphe. Sébastien Haller, dont le retour au jeu après une bataille contre le cancer a été une source d'inspiration, a marqué le but de la victoire, déclenchant une explosion de joie parmi les supporters ivoiriens. L'investissement massif dans les infrastructures et les préparatifs du tournoi a été un pari gagnant pour le pays, avec des retombées économiques et sociales qui résonneront bien au-delà des 90 minutes de jeu. Le président Alassane Ouattara, présent pour la finale, a exprimé sa fierté et son espoir que cette victoire soit le début d'une ère de prospérité et d'unité pour la Côte d'Ivoire. La victoire de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement celle d'une équipe, mais celle d'un pays tout entier, prouvant une fois de plus que le sport a le pouvoir de rassembler, d'inspirer et de transformer. Fascinant. Merci beaucoup Souhail. Et de ton côté, Sami? De mon côté, nous allons voir le parcours magistral de la Jordanie lors de la CAN asiatique. La Coupe d'Asie des Nations 2024 vient de s'achever, laissant place à un sentiment de fierté immense pour la Jordanie. L'équipe, sous la houlette de l'entraîneur marocain Hossein Ammouta, a réalisé un parcours exceptionnel, atteignant la finale pour la première fois de son histoire. Dès le début du tournoi, la Jordanie a affiché un état d'esprit et une détermination sans faille. Ammouta, connu pour son style de jeu offensif et son aptitude à tirer le meilleur de ses joueurs, a fait naître une nouvelle dynamique à l'équipe. Les Nechema ont franchi chaque obstacle avec aisance, battant des adversaires de taille tels que la Corée du Sud. La victoire en demi-finale contre les Coréens en particulier a été un moment fort de l'aventure jordanienne. Menés au score,
Les joueurs d'Amouta ont fait preuve d'une résilience remarquable, traversant le match et s'offrant une place historique en finale. L'apothéose de ce parcours extraordinaire s'est déroulée lors de la finale face au Qatar, pays hôte de la compétition. Bien que la Jordanie n'ait pas pu soulever ce trophée, elle a quitté le terrain la tête haute, acclamée par ses supporters et saluée par l'ensemble du continent asiatique. L'épopée jordanienne en Coupe d'Asie 2024 restera gravée dans les mémoires comme un moment d'unité nationale et de fierté sportive. Amouta, le stratagème marocain à l'origine de ce succès, a été porté en héros par le peuple jordanien. Son nom est désormais inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football jordanien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir éclairé pour nous ces deux événements sportifs. Bonjour Hiba, on a tous vu passer des édits de Dune 2, film de science-fiction qui retrace la vie de Paul Atreides, c'est bien ça ? Exactement. Pour parler de Dune 2, il faut comprendre Dune 1. Donc, c'est un film réalisé par Denis Villeneuve qui a marqué les esprits avec un box-office de près de 400 millions de dollars et 6 Oscars, dont celui de la meilleure photographie et de la meilleure musique. Donc, adapté du premier roman de Frank Herbert publié en 1965, le film plonge les spectateurs dans un univers où les maisons nobles se disputent l'épice, une ressource précieuse sur la planète désertique d'Arrakis. On retrouve donc Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet, alors qu'il navigue les défis de son rôle de chef sur Arrakis. Donc les thèmes du pouvoir, de la religion, de l'écologie et du destin humain sont très présents et très pertinents dans le contexte actuel. Ils continuent de frapper les esprits dans cette suite. Donc visuellement, le film est un chef-d'œuvre avec des paysages époustouflants filmés dans le désert jordanien et l'émirat d'Abu Dhabi. Donc chaque plan est soigneusement composé pour capturer l'immensité et la beauté austère de ces environnements hostiles. De plus, la musique épique renforce l'atmosphère du film, amplifiant les émotions et les moments de tension. Donc, les performances des acteurs, notamment Timothée Chalamet, le personnage principal, Zendaya et Rebecca Ferguson, ajoutent une profondeur supplémentaire au personnage. Toutefois, malgré les inspirations évidentes du film tiré du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le casting manque de diversité avec peu d'acteurs issus de ces régions, ce qui a provoqué des critiques. En effet, Dune est fortement influencé par le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'islam, avec des noms et des termes inspirés de l'arabe et de la religion islamique. Cependant, des mots comme djihad ont été évités dans l'adaptation, remplacés par guerre sainte pour éviter les controverses modernes. En conclusion, Dune est une œuvre riche et complexe. Donc, les influences culturelles et religieuses y sont omniprésentes, même si la représentation à l'écran pourrait être améliorée. Malgré cela, Dune Partie 2 reste une expérience cinématographique immersive et captivante. Merci Hiba, je pars le voir de ce pas. Et de ton côté, Ellie, les Oscars, scandale comme en 2022 ? Non, et heureusement. La 96e édition de la cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée ce 12 mars 2024, restera dans les mémoires comme une soirée riche en émotions, en surprises et en consécration. Le Dolby Theatre de Los Angeles a brillé de mille feux, accueillant des moments qui ont captivé le cœur des cinéphiles et des spectateurs du monde entier. Christopher Nolan a remporté son second Oscar en tant que meilleur réalisateur pour son œuvre magistrale, Oppenheimer. Le film a également raflé le prix du meilleur film et a vu son acteur phare, Cillian Murphy, remporter l'Oscar du meilleur acteur. La puissance narrative de Nolan combinée à la performance intense de Murphy a fait de Oppenheimer l'étoile de la soirée, totalisant 7 statuettes. Cette consécration marquante a ouvert la voie à d'autres moments tout aussi émouvants. Transitionnant du triomphe professionnel au champ personnel, Emma Stone a capturé l'attention en remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Poor Things. Lors de son discours, elle a ému l'audience par sa sincérité et sa gratitude, rappelant la profonde capacité du cinéma à inspirer et à toucher les âmes. Son moment poignant a parfaitement introduit une série d'hommages destinés à des légendes du cinéma. La soirée a également été marquée par des hommages émouvants à Tom Hanks, sans doute l'un de mes acteurs préférés, mais ça n'engage que moi, et Denzel Washington, chacun recevant un Oscar d'honneur pour leur participation et leur impact indélébile sur l'industrie du cinéma. Leurs discours, pleins de sagesse et d'humilité, ont été salués par une standing ovation soulignant leur contribution monumentale au monde du cinéma. Dans un changement de rythme vibrant, Ryan Gosling a surpris l'audience avec une performance électrisante de I'm Just Ken du film Barbie. Flanqué de Slash à la guitare et d'une troupe de danseurs, Gosling a rappelé à tous que
Bien avant d'être une star de cinéma, il avait commencé en tant que mousquetier. Cette performance surprenante et dynamique n'a pas laissé le public et les internautes indifférents. Dans un élan de légèreté, John Cena a offert un moment de comédie en se dénudant sur scène pour présenter l'Oscar des meilleurs costumes. Ironique, n'est-ce pas ? Son audace a déclenché un tonnerre de rire dans la salle et a apporté une touche de légèreté. Continuant sur cette note humoristique, Danny DeVito et Harold Schwarzenegger ont repris leur rôle de jumeaux le temps d'une présentation, apportant une dose de comédie nostalgique à la soirée. Leur interaction a été un rappel joyeux que le cinéma est aussi là pour nous faire sourire. En conclusion, la cérémonie des Oscars 2024 a été une célébration mémorable du talent, de l'innovation et de la passion pour le cinéma, capturant l'essence de ce que nous aimons dans cet art. Avec des moments de consécration, des performances éblouissantes et des hommages sincères, cette soirée a offert un hommage vibrant à la magie du grand écran. Merci Lee. Un rendez-vous à ne pas manquer la prochaine fois. Chers auditeurs, passons maintenant à l'interview de Spleen. Illy est restée avec nous. Elle sera votre dévouée intervieweuse. Bonjour Omar, bonjour Nabil. Alors, pardonnez mon jeu de mots, mais ça rock ? Bonjour à tous, c'est Zainab Chami et je suis accompagnée de Nour Sebata. On va poser quelques questions au Spleen, donc Omar et Hatchman. Enchanté. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la formation de votre groupe ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Ok, donc d'après ma compréhension, il y avait Omar et Nabil qui voulaient former un groupe pour jouer au concours de talent de l'année dernière. C'est ça. Et moi j'étais dans un groupe WhatsApp sans rien me dire. Ensuite, ils m'ont dit de me ramener chez Omar pour qu'on joue de la musique. Du coup, on a joué un peu de musique. Et là, on s'est rendu compte que ça sonnait quand même bien pour. C'était amusant de jouer de la musique. Et du coup, on a continué jusqu'à maintenant. D'accord, merci beaucoup. Comment décririez-vous votre style musical ? Très varié, si je dois le décrire. Mais honnêtement, on joue plus. On n'essaie pas de se rattacher à un style ou une façon de jouer. On joue un peu ce qui nous plaît sur le moment. Donc ça va du blues au rock, à la pop et à la funk. Et c'est quoi les chansons que vous aimez le plus interpréter ? Et pourquoi ? Moi, ma chanson préférée qu'on joue, c'est Little Wing de Jimi Hendrix. Pourquoi ? Alors, parce que je chante dessus. Est-ce que c'est égoïste peut-être ? Mais voilà. Et toi, Amal ? Moi, c'est pas la plus riche, mais c'est une No Sunshine. Parce que quand on la joue, il y a une énergie exceptionnelle, des solos exceptionnels. Et, bref, et en plus, elle a toujours marché. On l'a jouée pratiquement dans tous nos concerts. Pour répondre à ce que vous disiez, ajoutez-vous votre propre touche personnelle à ces reprises ? Et si oui, comment ? Oui. Je pense que ça vient de deux choses. Déjà qu'on n'apprend pas les morceaux de façon à 100% fidèle aux versions originales. Et ensuite, on aime bien rajouter des solos. On aime bien faire des variations de rythme, faire des variations et enrichir avec des harmonies. Et aussi, on s'adapte au contexte dans lequel on va jouer. Niveau énergie et niveau partie, si on joue sur scène, on va essayer d'interagir avec le public. D'accord. Et j'étais à certains de vos concerts et vous aviez composé des chansons. Comment vous est venue l'inspiration ? En gros, ça commence toujours de quelque part, soit une suite d'accords, soit Saad qui vient avec des accords et des paroles. Enfin, c'est une suite d'accords aussi. Mais il y a toujours une idée de base. Et en fait, les morceaux, ils se créent et ils trouvent vraiment leur fond dans l'arrangement. Ouais. Et c'est là qu'on sait en fait si un morceau marche ou pas, si on arrive à créer un arrangement. Ouais, c'est ça. C'est que on a tous, je crois, des petites idées de notre côté quand on joue et qu'on aime bien partager aux autres pour composer des trucs stylés. Mais c'est au moment de l'arranger qu'on voit si ça marche ou pas. Et est-ce que vous prévoyez de composer plus de morceaux à l'avenir ? On veut toujours composer, mais la contrainte, c'est qu'on a tous des vies, à l'école, et on n'arrive pas à tous s'organiser pour jouer en même temps. Et composer, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, au lieu de pendant une répète de 4 heures, répéter 5, 6, peut-être 10 morceaux, on va passer 4 heures à trouver la section, la troisième partie d'un morceau.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre jouer des reprises et interpréter votre propre chanson sur la scène? C'est totalement différent. Oui, c'est quoi la différence? Je pense que déjà, vu que c'est nos chansons et que personne connaît nos chansons, il y a un problème qui est que les spectateurs ne sont pas en train de chanter avec nous. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de capter leur énergie. Et aussi, vu que c'est des créations personnelles et que ça nous plaît à nous de façon subjective, on ne sait pas ce que ça vaut aux yeux des gens. Il faut quand même se dire que c'est un peu un jeu facile de prendre des trucs, des morceaux déjà composés par d'autres personnes, en sachant qu'ils marchent très bien, et de les jouer devant des gens. Ça nous facilite vraiment la tâche, mais on se rend compte que quand il s'agit de jouer des choses composées par nous-mêmes, il s'agit de convaincre les gens que ce truc que vous connaissez pas, il est vraiment bien. Si ça peut vous rassurer, moi j'avais énormément aimé votre chanson. Merci. Laquelle? Celle où il dit I do this to myself. Ok. Merci. De rien. Et comment est-ce que vous vous préparez à un concert? Est-ce que vous avez une routine spécifique? En gros, on envoie des messages sur le groupe WhatsApp et on dit à Ziad de se ramener. Et s'il se ramène, on joue. S'il se ramène pas, on sera pas prêt. Est-ce qu'on dit des détails des préparations? Ouais, par exemple, aujourd'hui, on avait répète. Et Ziad, à 23h30, il nous a dit, les gars, je peux pas me ramener. Non, mais sérieusement, avant le concert, on fait plusieurs répètes par semaine, ou au minimum une, si c'est vraiment compliqué. C'est des répètes vraiment intensives, où on travaille en se forçant des fois. 2 jours avant le concert, on prend une petite pause pour retrouver de l'inspiration. Et au moment du concert, on évite de jouer, parce que ça fatigue, et ça nous fait perdre de l'énergie, parce que c'est pas infini. Et on fait nos 5 petites minutes de méditation. Et après, c'est bon, on est prêt. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Omar, Nabil, merci. J'admire votre entrepreneuriat. Retrouvons-nous après un court jingle. Il y est resté avec nous, mais Sabia Zine Abidine et Zineb Chami nous ont rejoints. Zineb, je n'ai pas besoin de te présenter. Par contre, bonjour Sabia. Alors, Ili, Sabia, ce match est d'impro? Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Alors, à ce qui paraît hier, vous étiez sur la scène. Hein? Oui, exact. Vous avez fait, si j'ai bien entendu, un match d'improvisation. Exactement, on était dans 2 équipes différentes. Oui, donc c'est assez sympa qu'on se retrouve toutes les deux ici parce qu'on représentait donc, les 2 équipes qui constituaient la classe de théâtre de cette année, donc des premières. Et c'est exactement ça, donc un match d'improvisation. Alors vous allez me pardonner, mais je n'ai pas énormément de connaissances en théâtre. Alors si vous pouviez m'expliquer, c'est quoi un match d'improvisation? Alors on est là pour ça, l'improvisation, donc c'est du théâtre, sauf que rien n'est prévu, c'est pas une pièce. Justement, on s'organise en équipe et c'est sur différentes catégories qui sont annoncées par un arbitre. On va performer et improviser sur scène selon les thèmes qui sont donnés par le public. Ouais, donc ça peut être assez stressant, mais en réalité, quand on est préparé, et quand on sait, quand on a travaillé un peu les techniques, travaillé sa créativité tout au long de l'année, c'est pas simple, mais disons, oui, plus simple pour nous. On est préparé. Oui. Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Mais comment est-ce qu'on prépare un match d'improvisation? En travaillant, en faisant de l'improvisation toutes les semaines. C'est aussi simple que ça. On improvise, on teste de nouvelles catégories de jeux à chaque fois et on travaille notre créativité. C'est vrai qu'on ne peut pas déduire les thèmes qui vont être proposés par le public et c'est toujours une surprise une fois sur scène. Mais les catégories, elles, on les prépare avec un intervenant extérieur donc, qui fait partie de la team, la troupe d'improvisation du Maroc. On a la chance d'être encadré et de pouvoir nous corriger tout au long de l'année. Super, ça doit être sympa. Et est-ce que vous pouvez un peu me raconter votre expérience globale sur le match d'improvisation? C'était comment d'être sous les feux, sous les projecteurs? Alors, je ne sais pas pour Ili, mais pour ma part, c'était la première fois et c'était un peu stressant. Pour moi aussi, c'était la première fois et... alors, j'étais plus stressée avant de rentrer sur scène que sur scène parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est bon, on est lancé, c'est le spectacle et puis au final, l'improvisation, ça nous entraîne un peu aussi à parler, à ne pas avoir honte. On n'a plus peur du ridicule
Et c'est justement ce ridicule qui fait rire. Oui, exactement. En plus, on est en équipe, on se soutient entre nous et on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour reprendre la main s'il peut y avoir un blanc ou un bug. Alors, à part un petit incident vers la fin du spectacle, je pense que dans sa globalité, j'ai apprécié le spectacle et j'ai passé un plutôt bon moment. Ouais, tout s'est bien passé. On avait un super public qui a su nous mettre à l'aise. Et c'était une expérience, pour ma part, très enrichissante que je retenterai avec plaisir. C'est de quel incident exactement dont tu parles, Lily? Bon, alors, on a terminé le spectacle sur une catégorie de jeu que j'apprécie énormément, qui, je crois, est ma catégorie de jeu favorite. Oui, et donc c'est le pot de chagrin. Et en fait, c'est la même pièce, la même improvisation qu'on répète à chaque fois, mais avec moins de temps. Donc la première fois, c'est 2 minutes, puis 1 minute, puis 30 secondes. 15 secondes, puis et 10, puis 5. et parfois 5. Voilà, exactement. Donc c'est une catégorie de jeu que j'adore, mais disons que j'étais un peu perdue, que je n'ai pas vraiment compris l'enchaînement des choses et que c'est allé un peu trop vite pour moi vers la fin. Sous la pression, c'est clair qu'il y a quelques cafouillages et il y a quelques petits détails de l'intrigue qui ont sauté, disons. Ouais. D'accord, j'imagine. Est-ce que vous pourriez me décrire un moment particulièrement mémorable ou amusant, que ce soit pour vous ou le public, ce que vous pensez a vraiment marqué les mémoires? Alors, je pense que tout le spectacle était assez marquant, mais peut-être plus pour nous que pour le public, parce que bon, on était sur scène et que c'était la première fois. Mais alors, un moment mémorable, je sais qu'à un certain moment, un des intervenants qui était avec nous sur scène, Adil, a... disons, emprunté. Exactement. Un enfant du public l'a attrapé par les bras et l'a fait monter sur scène. Ah, mais ça devait être incroyable à regarder. Ouais, ça l'était. C'était hilarant, en tout cas. Merci beaucoup, les filles, pour cette petite interview. Vous étiez incroyables sur scène. D'après ce que j'ai entendu, moi, je n'étais pas présente. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Zineb. Sabia, Eli, si vos improvisations étaient aussi divertissantes que votre interview, je suis sûre que ça aurait dû être très intéressant. Parfait. Dans un instant, nous passerons à la séquence « Et si on faisait connaissance ?» juste après ce court jingle. Que dites-vous de terminer notre émission par l'évocation de la vie de notre établissement? Nous débuterons par l'interview émouvante de Nasser Kadiri par Yasmine Mouzeni. Cela se déroulera juste avant d'assister à la rétrospective des événements clés de ces dernières semaines que Zineb Chami nous détaillera. Bonjour Yasmine, bonjour Nasser, merci de votre présence. Quelle tragédie ce séisme! En effet, c'est un événement tragique qui a touché énormément de régions et de populations. Heureusement, certaines associations ont pris l'initiative de tendre la main vers ces personnes qui ont été affectées par cette catastrophe naturelle, notamment l'Interact, dont Nasser est le président. D'ailleurs, pourrais-tu nous présenter cette association ? Donc l'Interact Massignon, c'est une association donc, qui a 10 ans aujourd'hui d'ailleurs. On a été créé en 2014. En fait, l'Interact, ce n'est pas qu'une petite association qui est basée qu'au lycée, mais en fait, c'est la branche jeunesse du Rotary International. Et donc, nous, on est la branche de Massignon, donc l'Interact Massignon, qui faisons des actions humanitaires tout au long de l'année. Parlons maintenant du projet école, du projet de reconstruction d'un établissement scolaire dans la région de la Haute qui a été touché par le séisme. Pourrais-tu nous dire comment tu as entendu parler de cette école et de sa destruction ? Alors, il faut savoir que cette école-là, on y est allé en juin 2023 pour une action de distribution de fournitures. Donc, on a lié des liens avec ces enfants. D'ailleurs, je me rappelle de ce petit Ryan avec qui on a partagé un moment, une après-midi, et qui nous a appelés, qui nous a raconté cette nuit terrible du séisme, en nous disant qu'ils avaient besoin d'aide parce que l'État n'était toujours pas arrivé quand ils nous ont appelés. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre ce projet de reconstruction ? Le lendemain du séisme, on s'est posé la question tous ensemble en nous demandant c'était quoi notre rôle dans l'histoire en fait, parce que tout le monde s'était mobilisé. On s'est résolu à dire qu'il était temps de laisser les associations faire les actions d'urgence et que pour nous, jeunes, il était nécessaire de penser à l'après, à la reconstruction. Et nous, en tant que jeunes, on s'est directement tourné vers la jeunesse et donc reconstruire une école était une chose qui nous est venue de façon naturelle. Et quelles étaient vos priorités principales au début de ce projet ? Il faut savoir que c'était très compliqué. Personne n'avait eu les autorisations avant nous au niveau des ONG. On a réussi, on a lutté alors que tout le monde avait ri lorsqu'on a supposé l'idée de reconstruire une école. On est parti à Rabat, on a lutté avec le ministre qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs. On nous donnait les autorisations, on les a eues
Et le principal objectif qu'on avait, en fait, c'était de redynamiser cette région et surtout de faire regagner les enfants le plus rapidement possible. Et où en est l'avancement de ce projet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est aux dernières finitions. Les ouvriers travaillent nuit et jour pour l'inauguration qui se prépare pour le 11 juin 2024 en présence de tous les partenaires du projet. Donc, avez-vous d'autres projets similaires pour l'avenir ou des initiatives en cours? Les initiatives en cours, sincèrement, là, tous nos regards sont tournés vers le 11 juin 2024 pour montrer que la première école de l'House a été construite en un temps record de 6 mois. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci Yasmine, merci Nasser et merci à l'Interact pour le service que vous nous rendez à nous tous. Bonjour Monsieur Olivier, bonjour Souheil. Monsieur Olivier, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Nous, Souheil, on se connaît déjà. Je te fais confiance pour nous présenter ce nouveau documentaliste. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va commencer par la première question. Pouvez-vous s'il vous plaît nous éclaircir sur votre parcours pour devenir documentaliste? Bien, alors j'ai pas de parcours typique pour être professeur documentaliste. En fait, à la base, je suis professeur des écoles, donc ça veut dire que je travaille dans les écoles primaires. Et donc, suite à une opération, vous pouvez entendre que j'ai une voix un peu spéciale. J'ai changé de poste. Et donc, j'ai dû m'adapter et apprendre ce nouveau métier. Vous pouvez nous dire comment on vous a recruté pour ce poste? Parce que ça intéresse plusieurs de mes camarades. Pour devenir professeur documentaliste. Oui. Alors, moi, je viens du privé. Donc, pour être professeur documentaliste, il faut savoir que il faut passer un concours de l'éducation nationale, mais que je ne suis pas passé par ce biais-là. Moi, je suis en contrat privé avec l'établissement. Et donc, je suis non titulaire du concours. On a parlé du parcours, mais peut-être qu'on peut parler du présent. Pour vous, quelles sont les principales responsabilités pour en tant que documentaliste? Bien, on a une veille à avoir sur les ouvrages mis à disposition des élèves, des ouvrages adaptés à l'âge. On a aussi différentes compétences, c'est-à-dire accompagner les élèves dans la recherche de l'information, tout en gardant un esprit critique, connaître les sources, etc. Après, moi sur place, j'ai une mission beaucoup plus générale. J'accompagne beaucoup des élèves pour la préparation au baccalauréat, donc ce qui sort un peu des sentiers battus. Et donc l'accompagnement aussi dans le développement du Fab Lab et notamment du studio d'enregistrement. D'accord. Alors, en soi, quelles sont les compétences essentielles pour réussir dans ce métier-là? Bon, tout d'abord, vous avez hors compétences, il vous faut un concours, normalement. À défaut du concours, si vous voulez postuler sur ce genre de poste, sur un contrat privé, il vous faut un minimum d'études. On exigera au minimum un bac plus 3, voire bac plus 5, ça dépend. Mais y a-t-il besoin, par exemple, de compétences techniques, de qualité personnelle pour l'être? Ben, comme pour tous les métiers de l'enseignement, il faut avoir des compétences de la pédagogie, avoir une capacité à communiquer, à donner envie, avoir goût. Si on a goût, et c'est valable pour n'importe quel métier, on fera un bon job. Être dans le plaisir, dans l'accompagnement des élèves. Alors pour finir, comment voyez-vous l'avenir du CCC? Est-ce que le rôle du documentaliste évoluera notamment avec l'innovation des intelligences artificielles, l'amélioration des technologies, etc.? Oui, ben, je pense que les IA, on ne peut pas envisager l'avenir sans. La question va être, c'est comment les utiliser et comment optimiser l'utilisation de ces IA. Et donc, que ce soit dans les apprentissages ou dans le fonctionnement global. En ce qui concerne l'avenir du CCC, il y a beaucoup de choses à développer. On veut en faire un centre de culture, en plus d'un centre de connaissances, ce qui veut dire organisation d'expositions, en faire un vrai lieu de vie dans le domaine de la musique, de la peinture et autres. Merci beaucoup, monsieur.
C'est moi qui vous Euh, remercie. je vais laisser ma camarade Maha pour vous continuer cette émission. Eh bien, Monsieur Olivier, ravi d'en apprendre un peu plus sur vous. Nous passerons dans un instant à la rubrique sur la vie de notre établissement. Zineb, te revoilà. Que vas-tu nous présenter maintenant? Coucou Maha, je suis de retour. Alors, une année riche en événements au lycée et surtout un engagement pour le futur. Cette année, le lycée français international Louis Massignon Bouscoura a été le théâtre de nombreux événements marquants. L'un des projets phares de cette année a été le projet de la ville du futur, dans le cadre de la CAP OSUI. Plusieurs élèves ont réalisé des projets et des maquettes représentant leur vision d'une ville du futur, éco-friendly. Ces créations comprenaient des maquettes, des livres, des dessins, des jeux et même des vidéos, toutes mettant en avant des solutions innovantes pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Ils ont été affichés durant la CAP OSUI. Cette CAP OSUI a d'ailleurs été mémorable, comme vous pouvez le deviner. Les éco-délégués ont accompagné plusieurs élèves de divers établissements OSUI, en France et même au Maroc et même en France, dans l'école. Ensemble, ils ont participé à des actions de ramassage des déchets dans la forêt de Bouscoura. Et ils ont assisté à des conférences d'experts, mais aussi d'élèves, sur les impacts de la pollution de l'air, des océans et des terres, et les manières de la réduire. Par ailleurs, l'éco-kermesse organisée à l'école Val d'Enfa a été un autre moment fort. Lors de cet événement, les élèves de la maternelle au primaire, en plus des élèves du collège et du lycée, ont pu s'amuser tout en apprenant grâce à des jeux éducatifs axés sur l'écologie. Cet événement a permis de sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la protection de l'environnement de manière ludique. Parallèlement à l'éco-kermesse, on s'éloigne un petit peu des écos et de l'écologie en général. Il y a eu les OSUI Moon qui se sont déroulés au lycée à Bouscoura. Plus de 400 élèves ont participé à cette simulation des des Nations Unies, débattant sur des sujets géopolitiques différents selon leur comité et en représentant leur pays assigné. Ce forum a offert aux participants l'opportunité de développer leurs compétences en diplomatie et en débat, tout en prenant conscience des enjeux mondiaux. Enfin, un thrift shop event a également eu lieu, mettant en lumière les problèmes liés à l'industrie du textile. Cet événement a encouragé les élèves à consommer de manière plus responsable et à privilégier les produits de seconde main pour limiter les dangers de la fast fashion et les déchets qu'elle entraîne. En effet, il y a eu plusieurs boutiques qui vendent des vêtements de seconde main qui sont venus au lycée pour vendre leurs produits aux élèves, justement. Mais également un défilé de jeans. Les élèves ont repris les jeans et les ont transformés pour en faire de nouveaux vêtements, des sacs, des tops, d'autres jeans, des jupes, peu importe. Et ils ont défilé avec, mettant en avant leur création et leur créativité. Cette année a donc été riche en initiatives et en événements. Grâce à ces projets, les élèves ont pu non seulement apprendre en s'amusant, mais également se rendre compte et participer au monde dans lequel ils vivent. Mille merci à toi Zineb, mais aussi à nos chers auditeurs. Auditeurs, auditrices, alors que cette émission spéciale touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a transporté et émerveillé par la diversité des sujets abordés. Nous avons parcouru ensemble un véritable kaléidoscope de connaissances passionnantes. Un immense merci à nos invités, intervenants et collaborateurs qui ont œuvré avec passion pour faire de cette émission une expérience inoubliable. Leurs connaissances, leur enthousiasme et leurs récits ont illuminé notre parcours à travers ces différents sujets. Comme vous avez pu le remarquer, l'écologie a été un sujet récurrent lors de notre émission. Pour cause, c'est un élément de préoccupation pour la plupart. Nous vous rappelons que notre avenir est entre nos mains et qu'il n'y a pas de petits gestes. Dans l'espoir que cette émission vous ait sensibilisé à la cause écologique, un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Ce fut l'équipe de la web radio à l'antenne de Mass FM. À la prochaine pour une autre émission.